Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire travailler des élèves en autonomie et quels repères nous pouvons nous donner, quels dispositifs concrets nous permettent de les faire travailler en autonomie dans la classe. On va parler beaucoup de dispositifs. Nous allons suivre l'analyse de Philippe Forêt qui dit que la pédagogie de l'autonomie passe par des dispositifs. Les dispositifs servent à transférer le pouvoir de l'enseignant à ce fameux dispositif qui va permettre à l'élève de travailler sans lui. Alors un dispositif, il a besoin de matérialiser la présence de l'enseignant en son absence. On pense notamment par exemple aux classes à plusieurs niveaux dans lesquelles l'enseignant va voir un autre groupe. Il s'agit donc de permettre à l'enseignant de se mettre en retrait, d'aller se mettre à un autre groupe, tout en ouvrant la possibilité d'un travail autonome, du maintien d'un cadre qui permet d'orienter, d'aider les élèves à étudier et à apprendre. Pour ça, la contrainte est matérialisée, par exemple, sur un plan de travail, sur un affichage. Au tableau, les élèves doivent pouvoir se référer à ce qu'ils vont faire. Deuxième dimension, c'est la dimension du faire, c'est-à-dire que pour permettre aux élèves d'échapper à la passivité, parce que ce qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent, c'est qu'ils ne fassent rien, le pari du dispositif est que l'autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire agir par soi-même, va se convertir en autonomie intellectuelle, penser par soi-même. Et donc, on va leur permettre d'utiliser du matériel. Il va y avoir une dimension où les élèves vont faire quelque chose. Ça va se voir. Ils ne vont pas juste réfléchir. Enfin, l'importance est donnée à la stabilité et à la continuité temporelle du dispositif. Ce qui compte, c'est le retour régulier des mêmes formes, des mêmes habitudes de travail. Un dispositif, ça doit avoir une forme continue. Les élèves ne doivent même plus se poser la question de savoir comment et quoi faire. Pour cela, on va avoir tout un tas d'affichages dans la classe ou un tas d'affichages sur le travail des élèves qui vont leur permettre de se repérer en autonomie. Ces dispositifs sont souvent historiquement liés à l'éducation nouvelle, qui était la première à travailler sur l'autonomie des élèves, et ils en sont souvent sortis. Cependant, tous ces dispositifs et toutes les manières de les mettre en œuvre ne se valent pas. On va voir quels repères sont indispensables pour pouvoir travailler en autonomie avec ces dispositifs. Et pour cela, nous allons suivre dans un premier temps l'analyse de Bernard Lahigre, qui, en observant les classes, nous dit « Il y a besoin de repères organisationnels. 3 repères importants. On en a déjà parlé, la transparence. Il faut que tout soit dit à l'élève. Il faut que tout soit transparent pour l'élève. Il faut qu'il sache dans quoi il s'engage. Ensuite, il y a la nécessité de l'objectivation, c'est-à-dire que tout ça, c'est écrit, c'est imprimé, tout ne peut plus passer par le maître puisqu'on veut être autonome. Donc, il faut que ce soit objectivé quelque part. Souvent, c'est écrit. Enfin, il y a la nécessité de la publicisation, c'est-à-dire qu'il faut que l'élève puisse se reporter à des éléments visibles pour l'aider à s'organiser dans son travail autonome. On va suivre maintenant une analyse un peu différente, un autre repère qui nous sont donnés par Sylvie Seb, qui nous parle du lien absolument essentiel avec les objets d'enseignement. C'est-à-dire que si il est nécessaire de développer l'autonomie intellectuelle et cognitive des élèves, on ne peut pas le faire sans développer en même temps les compétences scolaires. Et l'inverse est vrai aussi. Il est donc nécessaire d'aider les élèves à faire le lien entre ce qui est vu avec l'enseignant, ce qui constitue les compétences scolaires solides qui sont vues et ce que l'élève va devoir faire tout seul, de manière autonome. Elle parle donc de la nécessité d'une mise en relation exigeante et précise de 2 tâches. Les élèves doivent pouvoir indiquer en quoi la tâche proposée en autonomie ressemble à celle qu'ils ont traitée sous le contrôle de l'enseignant et en quoi elle en diffère du point de vue de sa structure, du matériel, des contenus, de la quantité d'informations. Ils doivent pouvoir aussi indiquer en quoi ces modifications vont influer sur leur mode de fonctionnement. Il est donc nécessaire de faire le lien entre les deux. Une activité autonome ne peut pas arriver de nulle part. Un autre repère important qui nous est donné, c'est celui de l'importance de l'expérience, c'est-à-dire de l'importance pour les élèves de pouvoir refaire plusieurs fois la même chose. Ce sont ces réussites passées qui vont encourager la prise d'initiative autonome. C'est l'acquisition d'expérience qui va requérir l'entraînement, la répétition, les essais et les erreurs qui vont permettre l'autonomie de l'élève. Et puis enfin,
Grâce au feedback, l'expérience devient un acquis capitalisable, un élément moteur du développement de l'autonomie. Donc il y a besoin d'avoir ce feedback à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. L'élève doit savoir où il en est. Et ces repères-là vont donner des postures qui vont évoluer. On va donc suivre l'analyse de Dominique Bucheton. Les postures que l'on emploie du côté du maître et du côté de l'élève en autonomie sont un petit peu différentes des autres. Pour le maître, il s'agit de lâcher un petit peu prise, en tout cas d'avoir une posture de lâcher prise apparent, puisqu'on donne au dispositif une partie de notre pouvoir, on peut se retirer, aller avec la classe d'à côté, et une posture d'accompagnement, on accompagne l'élève dans ses progrès. Pour l'élève, il s'agit, toujours selon l'analyse de Dominique Bucheton, plutôt de développer une posture réflexive, de pouvoir se demander pourquoi je fais ça à ce moment-là, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, qu'est-ce que je suis en train de faire, quelle sera la prochaine étape. Et pas seulement de faire parce qu'on lui a demandé.